Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 2020, une année très éprouvante pour l'humanité tout entière et spécialement pour le peuple togolais qui espérait avoir l'alternance au pouvoir cette année puisque c'est vendu comme un cadeau qui ne sera finalement pas au rendez-vous. Quelles leçons tirer donc de cette année sur le plan politique? C'est le point de concentration de nos échanges ce matin avec notre invité qui n'est autre que le président national du parti politique, les Forces démocratiques de la République, les FDR, Maître Paul Dodi Apevon, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Avec lui, nous allons revenir longuement sur ce propos qu'il a tenu le 5 décembre 2020 à l'occasion donc du Conseil national du parti marquant le 4e anniversaire, bien sûr, des FDR. Nous devons définitivement et avec courage sortir de l'incantation de l'union de l'opposition pour construire une vraie opposition. Nous allons également esquisser des attentes de 2021 sur le plan politique. Voilà un peu pour vous qui êtes très nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo dans cette émission Sans langue de bois. Et c'est avec Sans langue de bois également que nous allons décrypter les différents sujets au menu de cette émission. Permettez que l'on puisse saluer toute l'équipe technique mobilisée derrière la réalisation de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous qui nous suivez et surtout merci à notre invité qui s'est rendu disponible, nous le savons tous. Un homme de droit, la période n'est pas trop propice pour la grande disponibilité, mais étant donné que c'est le pays ou la nation qui l'exige comme devoir, il est au rendez-vous, Maître Paul Dodi Apevon. Je rappelle que vous êtes président national de la formation politique, les FDR, Forces démocratiques de la République. Bonjour. Je rappelle également que c'est la toute première fois que vous êtes dans notre émission Sans langue de bois sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo. Bonjour. C'est vrai, c'est la première fois que je suis dans vos studios pour l'émission Sans langue de bois. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour vous remercier pour l'invitation et adresser mes chaleureuses salutations à tous nos compatriotes, qu'ils soient au pays ou au niveau de la diaspora, et leur souhaiter une bonne fin d'année et souhaiter que nous puissions entrer de manière plus rassurante dans la nouvelle année qui s'annonce. Voilà, donc les temps sont difficiles, durs, mais je souhaite quand même bonne heureuse année à tous, que tout le monde soit en bonne santé, que nous puissions aborder l'année 2021 avec beaucoup plus d'espérance que de 2020. Merci donc pour ces salutations et ces vœux. Mais Maître Paul Dodi Apevon, dites-nous, vous avez fait un peu de route avant d'arriver ici dans nos locaux. Est-ce que la fin d'année se sent? Oui, c'est-à-dire que tout ça là, c'est dans l'environnement qui le dicte. Nous, ce n'est pas seulement au Togo, sur le plan mondial. L'année 2020 est une année exceptionnelle pour tout le monde. C'est vrai que chez nous, on était déjà en difficulté, économiquement parlant, politiquement aussi. Mais la pandémie, le coronavirus est venu s'y mêler. Et cela a totalement désagrégé tout le monde. Les économies sont totalement aujourd'hui par terre. À telle enseigne que lorsque vous regardez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pays, on a l'impression que personne n'a le cœur à la fête. Vous allez au grand marché, avant au moins on voyait les enfants s'amuser avec les jouets, tout ça. Bon, tout ça là n'est pas au rendez-vous aujourd'hui parce que c'est une période assez difficile, assez terrible pour tout le monde. Alors une question un peu banale, est-ce qu'on doit dire que le coronavirus a pu venir à bout finalement de Papa Noël? Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sent même pas les enfants qui ont toujours l'habitude de donner une dimension aux festivités de fin d'année. Oui, mais vous savez, avant cette pandémie, le monde a fonctionné comme si certains sont des dieux sur terre. Que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit les scientifiques, chacun se comportait comme si il constituait le nombril du monde. Mais la maladie est venue nous recadrer. Tout le monde a compris aujourd'hui que
Mais nos limites, cette maladie nous a montré nos limites. On n'est rien face à cette maladie. Parce que cette maladie a emporté des grandes personnalités que nous connaissons. Ça a même affecté, heureusement que on a pu les soigner à temps, de grands présidents comme les Donald, comme Trump, Macron et tout ça, ils ont été affectés par la maladie. Et le nombre de morts que nous avons connus a montré que nous sommes dans nos faiblesses. Et la grandiloquence que nous cherchons à montrer tout le temps, que nous sommes suffisants, nous sommes ceci, donc nous sommes des microbes, nous sommes rien en face de la nature. La nature, elle a toute puissance. Dieu est Dieu. Et Dieu est Dieu, alors, donc, reconnaissons nos faiblesses et essayons de construire un monde nouveau, quelque chose de plus acceptable pour tout le monde. Parce que, de toute manière, notre parcours sur Terre est temporel. Nous sommes limités dans le temps. Et un jour, on partira. Mais malgré cela, lorsque vous voyez les gens se comporter aujourd'hui comme si tout suffisant, comme ils ne mourront jamais, et ils ont le droit de vie ou de mort sur tout le monde, ils peuvent terroriser, ils peuvent tuer, ils peuvent violenter les gens à souhait. Vous regardez un peu des manifestations, vous voyez les soldats se déferler sur les gens avec une telle satisfaction, les violenter, les bastonner. Et tout ça là pour quoi? Un jour, le soldat là qui fait ça, il sera terrassé dans son lit. Il ne peut pas se lever. Parce qu'il y a quelque chose de supérieur à ce qu'il fait. Et son fusil ne pourra pas non plus le sauver. Son fusil ne pourra pas le sauver. Donc, la pandémie, quand même, nous a donné une leçon sur le plan mondial. Cette pandémie a dit à tout le monde qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus grand. Alors, reconnaissons-le et puis essayons de créer une humanité plus agissante et plus souriante pour tout le monde. Est-ce que vous pensez, Maître Apevon, que le coronavirus a pu redistribuer les cartes pour permettre véritablement à chacun de comprendre ce message que vous venez d'expliquer? Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en réalité, si nous sommes réellement conséquents avec nous-mêmes, le coronavirus cette maladie nous permet de prendre un nouveau départ sur le plan mondial. Mais l'homme étant ce qu'il est, c'est au moment où nous souffrons, au moment où tout le monde s'interroge, que les gens posent des questions. Nous-mêmes individuellement dans nos maisons, on dit, on est dépassé, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Mais attendez de voir, peut-être en 2021, lorsque cette maladie va se calmer, mais vous allez voir les gens revenir à leurs habitudes anciennes. Et on ne tire jamais leçon de ce qui nous arrive. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan humanitaire mondial, les humains ne tirent jamais leçon de ce qui doit pouvoir les orienter vers quelque chose de plus rassurant pour demain. Bon, j'ose croire qu'au moins cette fois-ci, tous ceux qui se disent aujourd'hui les puissants du monde, ils ont eu leur avion, des jets privés et tout ça, mais Corona, oui. Tout ça là, c'est immobilisé. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux aller nulle part. Tu as beau avoir des milliards, et chez toi, mais qu'est-ce que tu en fais? Alors donc, ce que je dis, Corona doit en principe redistribuer les cartes. Mais est-ce que, humainement parlant, nous sommes à même de comprendre cette leçon-là et d'en faire quelque chose de mieux pour l'humanité? Voilà, c'est la grande question. Sans langue de bois, nous y sommes, vous avez compris, puisque c'est ça, au fait, l'actualité 2020, c'est coronavirus. Et ça a tellement mobilisé les attentions qu'au Togo, sur le plan politique, on a tendance à comprendre qu'il n'y a plus de place à autre chose à faire. Alors, Maître Paul Dodi Apevon, au nom de coronavirus, manifestations interdites, les sorties calculées, actes, tout le monde doit regarder dans une seule et même direction. Alors, comment vous êtes senti au niveau des FDR face à ce sacrifice qui a été demandé à tous les Togolais? Oui, je reconnais que nous, au Togo, compte tenu de la faiblesse de nos infrastructures sanitaires, on a eu raison de prendre cette maladie au sérieux. Parce que dans les grands pays où tout est en place, les morts se comptent par milliers.
Alors, la question qu'on se posait, si la maladie doit venir chez nous avec autant d'ampleur, avec tout ce que nous connaissons comme difficulté d'abord pour soigner, pour se soigner au Togo, ça allait être une catastrophe. Alors, c'est pour ça que très tôt, nous avons tous contribué pour que on fasse une communication agissante, sensibilisation, pour que tout le monde comprenne que la maladie est dans notre pays et que tout le monde prenne les dispositions pour cela. C'est une bonne chose d'avoir pris cette disposition-là, d'être rigoureux, mais je reconnais au même moment que le pouvoir en place a profité justement de cette maladie pour en faire un alibi, pour interdire tout. Au même moment, dans d'autres pays qui se sont comportés comme le Togo, paradoxalement, il arrive un moment où on dit, la maladie est là, mais il faut quand même aller aux élections. Il faut aller aux élections. Ceux qui ont des élections au cours de la période, on a vu en Guinée, en Centrafrique, au Burkina, Niger, récemment. Alors, c'est là que... Et on en a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, malgré l'ampleur de la maladie, on dit, bon, il faut aller voter. Mais au même moment, on dit, ah non, si vous voulez bouger, parce que vous voulez réclamer quelque chose, manifestement, on dit non, Corona ne perd pas. Il y aura contamination. Il y aura contamination. C'est paradoxal, franchement. Donc, tout le monde a utilisé Corona à sa manière. Si ça arrange, on dit, vous ne pouvez pas vous rassembler, mais si ça arrange, on dit, mais la maladie est là, mais il faut quand même que le pays avance. Voilà, c'est ça qui est assez bizarre. Mais bon, je pense que progressivement, cette maladie, ou la période là, sera un jour derrière nous. Je le pense véritablement. Vous pensez vraiment qu'on peut arriver à démystifier cette considération? Oui, bientôt, parce que si on prend le taux de contamination aujourd'hui, le taux de mort, nous pensons quand même que... Nous sommes à 68. Oui. Loin derrière des pays qui ont compté 2 millions. Oui, bien sûr. Et ça, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. C'est vrai que à certains moments, lorsque vous allez dans certaines contrées, dans les villages, au marché, les comportements... On se pose des questions, savoir si la maladie n'existe qu'à l'eau. Voilà. Ou bien bon, c'est sur toute l'étendue. C'est ça. Mais je reconnais quand même que ce qu'on a craint n'est pas arrivé. Et nous prions que ça n'arrive pas. Voilà. Alors, 4 années de FDR, 4 ans d'existence, ça ne veut pas dire que c'est Maître Apevon qui passe 4 ans en politique, mais 4 années, Maître Paul de Apevon, que vous avez décidé vous-même de construire votre hutte et d'avancer avec ceux qui comprennent votre message, ceux qui partagent votre vision. Vous avez déjà fait le bilan lors du Conseil national du parti, mais dites-nous en quelques points, quelles sont les grandes actions menées par les FDR? Mais avant de répondre à votre question, je dirais, vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui ne me plaît pas. Je ne le considère pas, en tout cas, je ne suis pas en phase avec cette manière de voir la politique. Je suis en train de construire ma hutte. Je ne construis pas une hutte. J'ai lancé une idée, j'ai appelé des gens, ils sont venus. C'est juste un concept. J'ai voulu créer un cadre pour que les gens viennent réfléchir sur l'avenir du pays. Bientôt, moi, je partirai. D'autres viendront. Vous allez faire l'exception parce que jusque-là, c'est un secret de polichinelle à la tête de pratiquement toutes les formations politiques. Quoi qu'on reproche à ceux qui sont au pouvoir, c'est difficile de passer la main. Et vous avez vous-même vécu l'amère expérience à la tête du comité d'action pour le renouveau. Mais oui, bon, tout ça... ce qu'on doit savoir, c'est que nous sommes tous des mortels. Et nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc, quand nous allons aller voguer vers d'autres rivages, on partira. Alors, lorsque vous ne concevez pas la vie comme un jour, comme si un jour vous allez partir, mais vous allez entrer dans des considérations que je qualifie de puériles, totalement puériles. Et puis mieux, lorsque vous êtes à la tête d'une formation politique, le gain qui est le vôtre, c'est de vous assurer qu'après vous, il y a une relève qui peut demain, avec assurance, prendre la tête
Et donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la relève, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, il avait consacré des années à préparer un dauphin qui ne sera pas au rendez-vous, fauché par la mort, et puis il y est resté. Donc, autrement dit, Maître Paul Dodi Apevon est aujourd'hui en train de préparer, comment je peux l'appeler, la personne providentielle pour le remplacer. Oui, c'est ça qui est fondamental pour un parti politique. Parce que dans un parti politique, c'est des idées. C'est des idées. Il faut que des gens soient porteurs de ces idées-là. Et lorsque vous avez autant de monde, beaucoup de monde qui partagent la conception que vous avez de la politique, alors en ce moment, vous avez fait œuvre utile. Mais si vous êtes le seul, vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, mais le jour où vous partez, c'est fini. Vous n'avez plus rien. Il y a des gens qui ont porté leur parti, le jour où ils sont morts, mais il n'y a plus rien. Je sais qu'il y a des partis politiques aujourd'hui dans ce pays. On les dit grands, on les dit puissants. Mais le jour où ceux qui sont à la tête, qui impulsent, qui donnent l'énergie, le jour où ils ne seront plus là. C'est-à-dire le jour où les champions de ce il n'y aura plus de partis. Et il n'y en aura plus parce que tout va imploser ou exploser, selon le cas. Alors, revenons au bilan des FDR. En quelques points, qu'est-ce que les FDR ont apporté sur les 4 années? Oui, bon, qu'est-ce qu'on a apporté? Comme je vous le disais tantôt, nous avons voulu montrer qu'il y a une autre manière de faire la politique. Faire la politique ne veut pas nécessairement dire que vous avez créé un parti politique et que pour exister, il suffit de racler, prendre quelques broutilles et puis se vanter de dire oui, moi aussi je suis là et c'est fini. Non. Il faut faire en sorte que l'objectif qui est l'objectif principal pour nous tous, l'alternance, au moins pour une fois au Togo, puisse arriver. Et nous y avons contribué. Et nous avons compris très tôt que ce n'est que dans une forme d'union réelle de l'opposition qu'on puisse parvenir, qu'on pourra parvenir à cette fin-là. Parce que le pouvoir qui est en face, c'est un pouvoir qui... c'est un rouleau compresseur. C'est un pouvoir qui broie, qui détruit tout sur le chemin. Alors pour résister, il faut créer une force pour être en réalité à même de pouvoir montrer que on peut en face de ce pouvoir-là faire quelque chose. Chaque parti aujourd'hui pris individuellement, nous l'avons dit et tout le monde le reconnaît, ne peut pas faire l'affaire. Et nous avons contribué lorsque le FDR sont nés. Nous avons dit que ce n'est pas la conquête à tout prix du pouvoir qui est le problème. Parce que pour conquérir le pouvoir, il faut que l'environnement soit réel, serein, propice à cela. Parce que le blé ne pousse, le grain ne pousse que sur une terre fertile. Vous semez le grain sur du roc, du rocher, mais il ne poussera pas. C'est pour cette raison que lorsque les FDR sont nés, notre première mission, c'est de voir comment, avec X ou Y, puisse constituer quelque chose, une force. Et nous sommes allés vers des amis, on a créé le groupe des 6. Et c'est sous notre impulsion qu'on a dit, mais il faut que le groupe des 6 là, se rapproche du CAP 2015. En ce moment-là, les gens ne se parlaient pas. Mais on a fait cet effort, on a rencontré les premiers responsables du CAP 2015. Et on s'est entendu que le groupe des 6 et CAP 2015 allaient se mettre ensemble pour créer un groupe. Et on l'a fait. Et on allait même commencer des manifestations quand le 19 août est arrivé. Alors nous avons dit, mais nous projetons de faire quelque chose. Mais qui est déjà arrivé. Quelque chose est arrivé, saisissons l'opportunité pour que nous puissions mettre tout ça là ensemble dans un creuset pour pouvoir aller au front. Et c'est ce qui est arrivé. On a créé notre groupe. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Voilà, les 14 partis. Et à telle façon que le travail d'implantation que nous avons commencé à la naissance du parti, puisque nous sommes donnés comme défi d'implanter le parti partout, dans toutes les préfectures, nous l'avons commencé. Mais lorsque le 19 août est arrivé, on a créé la C14, nous avons plutôt privilégié notre action en faveur de l'action du groupe. Et nous avons volontairement ralenti
l'implantation et nous avons travaillé, œuvré véritablement avec détermination et courage pour que le groupe puisse prospérer. Malheureusement, ce que nous avons voulu construire, la manière dont nous avons voulu construire ce groupe-là, et qui a commencé à faire rêver les Togolais. Mais maladie qui est la nôtre, que nous chérissons la mieux, est entrée dans la maison. Quelle est cette maladie? C'est-à-dire que c'est, comment, je ne sais pas quel nom je peux lui donner, mais c'est les rivalités internes. Les rivalités internes, mais bon, les attaques par militants interposés. Parce que ce que je reproche, et ça risque de nous poursuivre, et ça risque de ralentir durablement la lutte pour le changement, tant que nous continuerons à adopter cette conception de la politique. Parce que les gens croient que j'ai un parti politique. Lorsque je vais réussir à détruire le parti en face, moi je peux émerger. Lorsque je vais détruire le responsable du parti, qui est le parti en réalité, qui est le parti ami, lorsque je vais pouvoir le salir au mieux, moi, mon parti peut émerger. Mais on se trompe totalement. On se trompe royalement. Parce que, j'ai dit, il y a un exemple que je donne souvent, les politiques ou les partis politiques se comportent comme des bataillons. Et au lieu d'être des bataillons pour aller affronter un ennemi ou un adversaire commun, on dit mais les bataillons doivent entrer d'abord en guerre entre eux-mêmes d'abord, s'entre-déchirer, se détruire, et le meilleur bataillon va aller livrer guerre à l'ennemi. Oubliant que ça fragilise le meilleur. Comment vous allez faire? Comment vous allez réussir? Alors que si vous êtes là, en termes de positionnement, celui-ci vient, l'autre peut attaquer par le flanc nord, l'autre peut attaquer par le flanc sud, et vous gagnez. Mais aujourd'hui... Vous êtes là sur un terrain de jeu. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, on se comporte comme si, bon, le meilleur va réussir. Parce que les autres seront totalement par terre, le meilleur va réussir. Mais on l'a vu aujourd'hui, on est tous dans la boue. L'opposition est aujourd'hui totalement par terre. On est aujourd'hui sans repère. Alors, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons pour ressortir, pour relever ce défi. Ça, c'est un grand défi qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, tout cela, je parlais tantôt de la C14, ce qui s'est passé et que nous devons reconnaître honnêtement. La main sur la conscience, reconnaître que nous nous sommes mal comportés. Parce que ce que j'ai remarqué là-bas, et vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez fait allusion à quelque chose, on en reviendra. On ne peut pas construire une opposition aujourd'hui sans être rigoureux sur la stratégie. Sans être rigoureux sur les actes qu'on doit poser à chaque instant pour pouvoir... En quelque sorte, la définition d'un cahier de charge. Mais bien sûr. Mais l'adversaire ne dort pas. Unir, répéter, unir. Eux, ils ont les sous, ils ont l'argent, ils ont le pays, ils ont l'armée, ils ont tout. Ils ont même des experts qu'ils payent par milliards de francs CFA qui viennent réfléchir pour eux. Nous, on a quoi? Nous n'avons que nous-mêmes, nous n'avons que le peuple. Et si on ne doit pas au moins utiliser nos intelligences pour savoir qu'est-ce que nous faisons à un moment donné, mais on est en train de s'amuser. J'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'on s'est amusé. Parce que tout ce qu'on a fait là aujourd'hui n'a pas de consistance. On pose des actes de surface. Quand l'opportunité se présente, tout le monde, on crie. Comme si le fait d'aller dans la rue, marcher de Kodjendi, je ne sais pas, Gapoto, suffit pour résister à ces gens-là. Il y a quelque chose de plus profond. On doit réfléchir de manière plus profonde. Quitter les gamineries qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui et projeter la chose plus loin et réfléchir plus profondément pour pouvoir être une alternance crédible demain. Mais si on ne le fait pas, mais on restera justement dans notre situation aujourd'hui, dans nos gamineries, et le pouvoir, lui, il va avancer. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, avec la classe politique de l'opposition qu'on a, c'est constitué à plus fort pourcentage d'opportunistes? Moi, je ne juge pas les gens. Moi, je parle au regard de ce que je constate. La situation se présente.
qu'est-ce que nous faisons de cette situation-là? C'est de ça que je parle. Parce que quelqu'un a créé son parti, il a envie de conquérir le pouvoir. Oui, je ne peux pas lui refuser d'avoir sa stratégie personnelle de conquête du pouvoir. Mais nous avons l'obligation de faire en sorte que lorsque ta stratégie personnelle de conquête du pouvoir ne marie pas la stratégie générale qui puisse te permettre d'obtenir réellement quelque chose, oui, dans ta stratégie de petitesse, de parti, tu vas avoir quelques bribes, quelques parcelles du pouvoir, mais ce que nous cherchons, tu ne l'auras pas. Tu auras peut-être à des élections locales, on te donnera quelques conseillers, mairie et autres, tu auras à des élections législatives. Tu reprendras le poste de 1 ou 2 des députés pour colorer, parce que c'est une question de coloration. Mais le gros lot n'a pris pas le pouvoir en place. Ils ont énormément de députés. Vous allez là-bas et puis vous ne résistez pas, vous ne faites rien par rapport à eux. Donc c'est pour ça que je dis la réflexion doit être menée. Et tout le monde doit comprendre. Parce que ce qui est aussi dommage, lorsque vous allez à un combat et que vous échouez, il faut avoir le courage de faire son propre bilan, son autocritique. Mais lorsque vous ne faites pas l'autocritique pour reconnaître ce que j'ai fait de mauvais et ce que je dois faire pour avancer, mais vous êtes piètre. Vous ne gagnerez jamais. Parce que les gens croient qu'aujourd'hui, tout le monde dit oui, c'est l'autre. Moi, je n'ai rien fait, c'est l'autre qui a fait. L'autre dit que c'est lui. Alors, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. Alors que, comme le dit Afia Mala, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Alors, asseyons-nous, réfléchissons. Peu importe ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il dit. Il peut se justifier n'importe comment, mais tout le monde est coupable. La preuve est que ce que nous cherchons, on ne l'a pas. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que la C14 là, que nous avons créée, qui a soulevé des foules à Lomé, ça puisse, cette belle initiative puisse se terminer comme ça, sans rien du tout? On n'a même pas un député aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis après, on est aujourd'hui plus affaibli que jamais. Pourquoi? Au nom de quoi nous allons continuer à faire ça? Au nom de quoi? Et le plus grave aujourd'hui, les gens croient que la meilleure chose à faire, c'est de s'attaquer. Vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le combat de tous les jours. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne savent faire que ça. À longueur de journée, ils sont sur les réseaux sociaux, ils répondent, ils insultent. Alors, vous allez insulter. Vous allez insulter, et puis le gain, c'est quoi à la fin? Non, insulter. Ok, continuez à insulter. Continuez à insulter les gens. Comment peut-on changer cette mentalité finalement? Parce que vous l'avez dit, les injures, la calomnie, la médisance. Franchement, pour cette année 2020, ça a atteint un paroxysme inégalable. Comment peut-on arriver à éteindre ce feu? Et la première chose que nous devons savoir, c'est que, et beaucoup ne le savent pas, mais c'est l'adversaire, c'est le RPT, l'UNIR qui a allumé le feu. C'est-à-dire que ce parti a recruté, ils ont les sous, ils ont recruté des gens aujourd'hui et qui inondent les réseaux sociaux. C'est eux qui inoculent des idées comme celle-là. L'opposition ne vaut plus rien, les partis politiques ne valent plus rien, tournons-leur le dos, et puis après le peuple lui-même va prendre ses propres responsabilités, etc. Comme si un peuple se lève comme c'est une génération spontanée pour faire quoi que... Un peuple sans leader n'avance, ne va nulle part. Ce n'est même plus un peuple. Pas une opposition qui veut conquérir ou poser des actes concrets pour aller à l'alternance, qui n'a pas de leader, mais quoi, qui fait quoi? Alors, donc, les gens tombent de manière totalement stupide dans ce piège à con du parti au pouvoir, qui allume, et puis les gens prennent le reste, la relève, et puis ils disent, ah oui, mais vous, parti politique, allez-y, foutez-nous la paix, nous-mêmes un jour, on va se lever, on va faire le reste. Il y a une conception de renouvellement de la classe politique qui est pratiquement, je dirais, la parole d'évangile aujourd'hui. On pense que vous qui avez marqué le temps jusque-là, on doit vous peut-être embarquer dans un navire pour peut-être vous caser quelque part et puis on va décréter de nouveaux dirigeants.
Comment vous prenez ça? Et ça aussi, ça me fait sourire quand j'entends ça. Mais les gens ne peuvent pas savoir ce que nous endurons en tant que responsables politiques lorsque vous êtes à la tête d'une formation politique aujourd'hui, ce que vous endurez. Alors, un jeune qui va venir ou quelqu'un qui va venir prendre la relève demain, qui ne s'intéresse pas aux affaires, qui n'a pas les moyens de s'intéresser, on dit, ok, bon, vous, barrez-vous, il faut que d'autres viennent. Comme si le fait de dire, oui, bon, ok, moi je ne suis plus là aujourd'hui, bon, tel jeune, ok, pas de décret, bon, il vient. Mais la question que je pose, est-ce qu'on n'a jamais refusé? Et ça également, c'est un message que j'adresse souvent à nos amis de la diaspora, qui vous disent, ah, nous on sait comment la politique se fait, nous sommes dans un pays où ça marche et tout ça, vous ne foutez rien là-bas. Mais qui a interdit à celui qui connaît là-bas, au niveau de la diaspora, de venir prendre la tête d'une formation politique ici et gagner et appliquer son plan, comme lui l'attend? Qui lui a interdit? Il n'a qu'à venir, revenir de là, de son Eldorado, avec les moyens dont il dispose, parce que c'est lui-là les moyens. Il n'a qu'à venir mettre ses idées en application et puis sauver le Togo. Nous voulons que quelqu'un nous sauve. Parce que c'est le sauveur que nous sommes. Mais bien sûr, quelqu'un nous sauve. Alors celui qui croit qu'il a cette capacité-là, mais il n'a qu'à venir. Qui lui a interdit? Mais au lieu de rester loin, attaquer les autres, au lieu de les aider à avancer, même s'ils commettent des erreurs, il y a de temps en temps des moments où on commet des erreurs. Mais si quelqu'un commet une erreur, au lieu de lui dire amicalement, ça là, ne faites plus ça comme ça, mais il pense que c'est en l'insultant, en le dénigrant, et que bon, on a le résultat. On n'aura aucun résultat. On n'aura vraiment aucun résultat. On a l'impression même qu'il y a certains qui font des déclarations de ce genre, qui enregistrent des audios, machin, dans leur chambre et tout ça. On croit que beaucoup d'entre eux sont au service du pouvoir. Parce que ce que je vois aujourd'hui, lorsque tu écoutes certains messages, les insultes, les dénigrements, mais tu te demandes si celui-là aussi ou ceux-là aussi ont envie que quelque chose change dans ce pays. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai l'impression que beaucoup, peut-être sans le savoir, sont au service du pouvoir ou rendent service au pouvoir en place. Parce que, je l'ai dit tantôt, le fait d'avoir terrasser tout le monde, mis tout le monde par terre, ne nous permettra jamais de nous relever pour repartir au combat. Donc, ce qu'on doit faire pour que cette affaire-là finisse, nous devons, et je le dis, chaque Togolais, ce n'est pas seulement les responsables politiques, chaque Togolais doit reconnaître aujourd'hui que j'ai une responsabilité dans ce qui est arrivé. Et je le rappelle, ce qu'on n'a pas fait au moment où la démocratie a frappé à notre porte, c'est qu'on ne s'est pas attelé véritablement à la culture démocratique. En 1990, c'est arrivé dans l'impréparation. On est là, et puis on dit discours de la boule, et puis bon, le vent de l'Est et tout ça. On dit démocratie. Les étudiants ont fait un mouvement, boum, on est tombé dedans. Et c'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'on a fait véritablement pour préparer les citoyens togolais dans toutes les contrées à l'alternance que nous voulons? Les gens sont livrés à eux-mêmes. Nous, ce qui a préoccupé, la plupart du temps, c'est la conquête du pouvoir. Chacun se met dans son coin et dit, ah, comme c'est bientôt la fin du régime, bon, ok, moi, ma formation politique peut prendre la relève. Il faut délimiter son terrain. Et voilà, on délimite et sans aucune cohésion au niveau de l'opposition, chacun se vante de pouvoir être le meilleur, de vouloir être le meilleur. Et ça, c'est les guerres de leadership depuis les années 90. Et c'est ça qui nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'estime qu'il est maintenant temps, sans peut-être nous donner, nous river dans une temporalité, dire oui, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans que ça va finir. Commencer maintenant à préparer les gens progressivement à cette idée, justement, de l'alternance. Et chaque Togolais doit comprendre pourquoi. Pourquoi il doit s'intéresser à la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique, c'est un patrimoine qui nous appartient à nous tous. Si certains ont pris le pouvoir pour gérer ce patrimoine à notre lieu et place, il faut qu'on soit préparé à leur demander des comptes. Mais si les gens ne sont pas préparés, ils sont dans leur coin, et lorsque le pouvoir qui a l'obligation d'apporter de l'eau
de l'électricité, de faire des pistes, va par loin pour faire un petit forage. On dit qu'il faut s'agenouiller pour remercier le donateur parce qu'il nous a apporté un peu d'eau. Alors que il a l'obligation de le faire. Il a l'obligation d'apporter de l'eau, de l'électricité, parce que c'est pour ça qu'il s'est engagé au moment de la campagne. Mais on se comporte aujourd'hui comme si c'est des cadeaux. C'est la manne qui tombe. La manne qui tombe. Donc, mais pour que le citoyen puisse le comprendre, il faut le préparer. Il faut l'éduquer à cela. Donc, nous avons une lourde responsabilité en tant que parti politique, en tant que société civile, pour aller sur ce terrain-là, pour aller éduquer les masses, les préparer. Parce que nous les laissons souvent trop à la merci du pouvoir au moment des élections. Parce que aller voir seulement ces gens en période électorale, mais lorsqu'il y a plusieurs sons de cloche, oui et à dia, les gens ne se retrouvent plus. C'est pour cette raison que nous avons énormément de difficultés. La personne est capable de prendre juste un petit tricot ou 1000 francs. Bon, lui, et surtout que lui l'a fait. On profite de la misère pour l'amener là où on ne peut pas l'amener. Donc, nous avons une lourde responsabilité. Chaque Togolais doit se remettre en cause. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu as un ami à côté qui adore ce jeu, insulté, mais parle-lui. Parlons les uns aux autres, dans nos maisons, dans nos foyers, à nos enfants. Éduquons-nous. Éduquons-nous. Nous sommes un peuple qui est admiré hier par les autres peuples à côté. Il paraît que c'est devenu une profession, ça fait gagner de l'argent. Et puis du coup, on subvient facilement à ses besoins. Bon, si on le prend comme ça. Alors, mais ce que moi je dis, si vous œuvrez pour que le changement ne vienne pas, ne vous plaignez pas. Il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui vous disent, oui, bon, ce que vous faites là, nous, ça ne nous regarde pas. Allez, bon, vous avez le temps pour faire ça. Alors, pourquoi vous vous plaignez que les choses ne changent pas? Vous avez des gens avec qui vous discutez, des professeurs d'université, des avocats, des architectes, en privé, lorsque vous discutez, ils disent, ah, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce pays change? Mais vous ne le verrez jamais bouger le petit doigt pour apporter quoi que ce soit. Il faut sauver son pain. Mais il se plaint tout le temps. Bon, oui, mais si tout le monde... Il a le pain, mais il se plaint. Mais oui, parce qu'il sait que la finalité, ce n'est pas ce qu'il a. Mais il préfère se battre pour son petit pain et laisser le reste à côté. Et au même moment, il dit, ah oui, mais il faut que le pays change. Nous avons tous des responsabilités et nous devons pouvoir reconnaître que nous avons des devoirs envers la nation. Sans langue de bois, c'est cette émission dans laquelle effectivement tous les sujets sont abordés sans langue de bois. Et nous sommes avec notre invité, Maître Paul Dodi Apevon, président national de la formation politique, les FDR, Force démocratique de la République. Pour la République. Voilà, pour la République. Autant pour moi. Nous devons définitivement et avec courage sortir de l'incantation de l'union de l'opposition pour construire une vraie opposition. Propos tenus le 5 décembre 2020, Maître Paul Dodi Apevon. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous y mettez? Sortir de l'incantation de l'union de l'opposition. C'est vrai, vous avez expliqué tout à l'heure tout ce qui a été fait, tenté sur le plan regroupement, tout et tout, mais sortir de cette incantation et comment? Oui, ce que nous disons est simple. Parce que lorsque vous observez ce qui s'est passé depuis le début de notre aventure démocratique, vous constaterez qu'il y a beaucoup de regroupements qui ont été créés, mais qui, aussitôt créés, et aussitôt disloqués. Pourquoi? Morné. Parce qu'on ne prend pas suffisamment du temps pour construire une opposition, avec des idées précises, avec la volonté de mettre les gens ensemble, avec une détermination pour aller vers quelque part. Ou peut-être la volonté des gens de se mettre ensemble. Je peux dire. Vous avez raison. Parce que le problème, c'est quoi? Oui, les populations veulent aujourd'hui que vous soyez ensemble. Oui, Minodou, soyez ensemble. Et au nom de ce Minodou, soyez ensemble là. Et il arrive des moments où on se contacte et puis bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on ne doit pas laisser la chose comme ça. Et puis on se met ensemble. Mais on se met ensemble et on crée un regroupement, mais qui n'a pas d'âme. Lorsque vous créez un regroupement qui n'a pas d'âme, mais tôt ou tard, vous allez subir le même sort que les regroupements antérieurs qui se sont disloqués. Alors, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour créer un regroupement d'une opposition, le regroupement de l'opposition,
il faut prendre le temps pour se parler, pour savoir quels sont les objectifs que nous poursuivons. Où est-ce que nous voulons aller? Avec quelle stratégie nous voulons y aller? Et qui joue quel rôle? Qui joue quel rôle? Parce que lorsque vous êtes dans un groupe, chacun a son talent. Toi, tu peux jouer tel rôle. Toi, tu peux être ici. Toi, tu peux faire ça. Et se faire confiance. Parce que lorsque vous êtes ensemble et que vous vous détestez, vous ne vous faites pas confiance, ce n'est pas un groupe. Moi, je l'ai remarqué au sein de la C14. Les mêmes personnes qui disent qu'ils sont dans un groupe, mais il y a des choses qui sont faites. Je ne le dirai pas, je ne le dévoilerai pas. Il y a plein de bizarreries. Il paraît que des gens ne se sont pas parlé tout le temps. Mais bien sûr. Et vous dites au même moment que vous êtes dans un groupe. Mais ça, c'est tromper. C'est se tromper. C'est se tromper. Alors, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on peut peut-être tendre vers des regroupements où les gens qui peuvent s'entendre se mettre ensemble. Et puis après, faire la jonction de 2 ou 3 groupes, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, mais il faut réfléchir. Et surtout, avoir l'idée assez précise de ce que chacun peut avoir dans le groupe. Lorsque vous faites appel à votre partenaire, vous dites, mais nous avons envie de nous mettre ensemble. Et au même moment, vous lui dites, oui, mais nous allons nous mettre ensemble pour revendiquer ici, ça et ça, les conditions d'organisation des élections. Et au moment, vous lui dites que lorsque nous allons obtenir ces conditions-là, on va aller compétir et en ce moment-là, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que moi, que tu vois là, si je suis capable, je prends tout ce que je peux prendre, mais vous pouvez vous retrouver sans rien du tout. Mais et vos efforts entre-temps? Celui à qui vous dites ça, et au même à qui vous demandez de faire un effort, le même effort que vous, pour que vous puissiez créer le cadre, alors parfois il arrivera un moment où la personne va se demander, ou le groupe va se demander, mais et nous servons à quoi? Quelle est notre utilité dans cette affaire? Puisque finalement, à la fin, nous ne savons pas qu'est-ce que nous aurons comme gain. Alors, c'est ça qui crée parfois des situations, des mésententes et tout ça. Donc, un groupe doit pouvoir, dans le groupe, si les gens sont forts, sont grands, ces grands-là doivent pouvoir tendre la main aux plus petits. C'est la loi de la nature. Lorsque vous êtes grand, mais ayez l'amabilité au moins de tendre la main aux plus petits pour dire, mais toi aussi tu auras ta part. Même si c'est une petite part, on te la donnera. Alors, sois engagé véritablement dans la lutte, et lorsque ça va finir, toi aussi tu auras ta petite part. Mais si tu dis à la personne que, ben, à la fin, toi tu n'auras rien. Tu peux n'avoir rien à la fin. Qu'est-ce que vous lui demandez? Alors, c'est là où vous constatez que parfois... Il va jouer réserve. Mais bien sûr, non seulement il joue réserve, mais quand une opportunité se présente ailleurs, il dit, mais si ici, on ne me promet rien, mais si quelque chose se présente mieux là-bas, ben, il préfère aller. Ça, c'est humain. Et d'où la politique de manger un peu. Mais c'est ça. Alors, nous devons penser, surtout à cette période difficile que nous traversons, qui est en réalité une période transitoire vers l'alternance. Nous devons sacrifier un peu de nous-mêmes. Même si je suis grand, je peux occuper, ma fortune peut occuper cette salle-là, je veux dire, au nom de ce que nous cherchons pour ce pays, je peux sacrifier une petite partie de ma fortune-là, de mon bien, ou de ce que je vais gagner en politique, je peux sacrifier dans l'intérêt général à l'autre. Je l'intéresse à la chose, il vient, il se bat avec moi pour que nous atteignions le résultat que nous cherchons. Mais ne pas le faire, ne pas créer cette solidarité entre nous, c'est comme nous sommes en train de piler de l'eau. Et c'est pour ça que je dis, nous créons des regroupements sans âme. Nous avons la responsabilité de réfléchir à faire les choses autrement. On ne peut pas être dans un groupe, quelqu'un va venir pour dire, oui, je suis le champion. Alors, moi je suis le champion, alors ok, vous devez vous écraser. Moi, quand je passe là, tout le monde... Ce qu'on a vu à C14, c'est tellement amusant que vous voyez des gens tapis dans l'ombre et dire, ah oui, mais nous sommes venus vous réveiller. Alors au nom de ça là, parce que vous dormiez avant, c'est nous qui sommes venus vous réveiller. Donc, vous nous devez respect. Vous devez nous laisser la première place. Première place pour faire quoi? D'autres répondent, ah,
depuis, on faisait ça depuis. Vous venez d'arriver. Qu'est-ce que vous savez? Laissez-nous faire. Ah, on sait que nous, on était là avant, mais les choses ne marchaient pas. Si on peut avoir un peu de l'autre qui vient d'arriver, et si l'autre qui vient d'arriver peut savoir que les autres ont déjà fait du chemin avant mon arrivée, ça crée la solidarité. Mais si on ne le fait pas, on croit que bon, l'histoire de parler, de gueuler, de machin, ça sert à quoi? On a liquidé lamentablement la C14 au nom de nos égoïsmes. On l'a liquidé au nom de nos égoïsmes. Et puis aujourd'hui, tout le monde se cherche. On s'interroge, on dit, mais et puis après on fait quoi? On fait quoi maintenant? Non, non, c'est totalement stupide ce qui nous est arrivé. Moi, je me permets d'utiliser, je pèse le mot, c'est stupide. Et comment peut-on faire aujourd'hui pour renaître l'espoir? Non, c'est possible. Le même peuple qui est aujourd'hui totalement désabusé, déboussolé, et qui cherche les repères, et les gens se plaisent à dire oui, ce n'est plus possible, rien n'est plus possible. Le même peuple demain, vous n'allez pas le reconnaître. Lorsque vous posez les actes qu'il faut, au moment qu'il faut les poser. Parce que le peuple est versatile. Les peuples se réveillent. Et au moment des intérêts, le peuple se réveille et pose les actes qu'il faut. Parce qu'un peuple n'abandonne jamais une lutte pour l'alternance. Le peuple est toujours debout. Nous avons posé des actes qui ont découragé, mais le peuple est capable demain de se réveiller. Surtout avec un autre discours. Bien sûr. Quand le discours est cohérent et les actes posés sont en adéquation avec le discours, vous verrez que les gens vont dire, ah oui, enfin, ils ont compris. C'est une petite... C'est un anecdote que je donne, c'est avant le 19 août, je discutais avec un grand ponte de UNI. On était en déplacement et je lui dis, mais si vous avez quelque chose à faire, faites-le pour les réformes, pour créer les conditions, parce que le jour où les populations vont se mettre encore dans la rue, mais ça va aller mal. Il m'a regardé, il a souri, il dit, mais vous croyez que les gens sont encore prêts à aller dans la rue, dans ce pays-là? Les gens ont faim, ils veulent manger, pourquoi oublier ça? Ça n'arrivera jamais. Mais quand le 19 août est arrivé, un mois après, je suis allé, je l'ai rencontré, je suis juste venu vous saluer. Est-ce que vous voyez comment le pays se passe? Et il s'est rappelé de la discussion, il a souri, il dit, oh bon, les choses sont comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, c'est à nous de recréer, comme vous le dites, l'espoir dans les populations, les rassurer par rapport à ce qui se fait. C'est vrai que ce qui nous arrive aujourd'hui au Togo, pour moi, ce n'est pas une fatalité. On ne peut pas baigner dans la fatalité, dire que c'est terminé. Ce n'est pas fini. Nous avons quelque chose encore à obtenir. Surtout que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est-à-dire que ces gens-là ne changeront jamais dans le sens positif du terme, parce qu'ils sont sclérosés par plusieurs années de pouvoir. Et ils sont usés par le pouvoir. Un petit unir est usé par le pouvoir. Il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui passe autant d'années au pouvoir ne peut plus rien faire de bon. Ils sont là de manière fictive. Je pense qu'il y a un changement en interne qui s'opère, parce que hier c'était Gnassingbé Yadema, à partir de 2005, on a vu fort Gnassingbé, peut-être qu'en 2025 ou 2030... C'est de la provocation. Ah bon? Non, c'est de la provocation. C'est de la provocation parce que c'est la continuité. Tous les Togolais, même ceux qui sont à Uni aujourd'hui, vous diront, ce n'est pas une fierté pour eux de voir la même famille être à la tête de ce pays pendant plus de 40 ans. Mais il a dit, lui c'est lui, moi c'est moi. Oh, mais c'est-à-dire que les gens ne voient pas le changement. Les gens ne voient pas, les gens voient plutôt une continuité. Pas sur la continuité du parti au pouvoir, mais la continuité de la famille. C'est ça qui est gênant dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça que, pour que le déclic se produise et que les populations adhèrent à ce qui se fait aujourd'hui, il faut un jour qu'il y ait au moins une fois l'alternance dans notre pays. Ça va changer véritablement les données. Voilà, c'est pour ça que nous disons que
lorsqu'on nous a invités la dernière fois, après notre conseil national, on nous a invités à une rencontre avec le ministre Boukessi. À la fin, nous avons dit, si vous êtes sincère, vous devez créer les conditions aujourd'hui du vivre ensemble. Vous avez le pouvoir, vous avez le sommet, vous avez l'Assemblée, mais créons les conditions aujourd'hui des élections à venir. Vous avez su ça, pris ce que vous avez à prendre. Mais pensez à l'avenir. Vous ne pouvez pas vous jeter totalement dans ce qui se passe là pour dire que l'avenir, tout ça là, c'est bloqué et que rien ne peut se faire pour débloquer la situation. Et c'est pour ça que nous avons dit, discutons véritablement et trouvons des solutions à nos difficultés. Et à la fin, nous on a même proposé, ce n'est pas une provocation, mais on est sincère de dissoudre l'Assemblée actuelle. Parce que ce n'est une fierté pour personne aujourd'hui, pour eux-mêmes d'ailleurs, de voir une assemblée où il n'y a pas de discours contraire. Mais un pays se développe lorsque ceux qui gouvernent ont une opposition véritable, solide en face d'eux, qui apporte par les contradictions des idées la lumière. Et ça leur permet d'avancer. Mais lorsque le pays est comme ça, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien du tout. Mais c'est malheureux pour nous tous. Donc notre proposition de dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas juste un coup de poker, un discours politique, mais c'est dans l'intérêt de la nation. Ils ont intérêt à faire en sorte que on est aujourd'hui une opposition crédible. Et s'ouvrir, eux aussi, qu'un jour, cette opposition-là peut prendre le pouvoir. Parce que jusqu'à présent, ils ne l'ont pas intégré dans leur mental. Qu'ils peuvent perdre le pouvoir un jour et que l'opposition puisse gagner. Dans quel pays on peut être? Et les gens croient qu'eux, ils ont tout pour eux à vie, et les autres doivent végéter à vie dans l'opposition. Comment ça peut marcher? Ça ne marchera jamais comme ça. Est-ce qu'ils ont compris ce message? Nous devons les obliger à le comprendre. Et c'est pour ça que nous devons nous réorganiser. C'est parce que nous avons, au niveau de l'opposition, par nos comportements, nous avons laissé l'impression à ceux qui gouvernent aujourd'hui, oui, qu'ils ont la possibilité de rester longtemps. Par nos divisions, par nos querelles. Et c'est nous qui avons créé justement cette situation-là. Si nous nous remettons en cause et nous définissons quelque chose de mieux, de crédible pour nous-mêmes, ils commenceront à réfléchir. Parce que lorsqu'on a lancé la C14, mais les gens ont tremblé. J'ai appris. Les gens ont tremblé, mais c'est parce que nous n'avons pas compris nous-mêmes les enjeux et que cette affaire-là, la C14 s'est disloquée. Aujourd'hui, il est encore temps que nous puissions nous remettre en cause et créer quelque chose de mieux en face pour que ces gens-là nous prennent en considération. 2020 s'achève aujourd'hui, 31 décembre 2020. 2021, c'est à partir de minuit et l'on peut déjà commencer par réfléchir, penser véritablement à ce qu'il faut faire en 2021 sur le plan politique, bien sûr, pour permettre au Togo de grandir, je dirais, d'avoir une certaine maturité sur le plan démocratique. Maître Paul Dodi Apevon, 2021, comment vous l'appréhendez au niveau des FDR? Oui, c'est-à-dire que j'ai parlé un peu de 2020 tout à l'heure avec toutes les difficultés, mais nous pensons que l'homme est capable de tout. Il est capable du meilleur et du pire. Mais comme nous pensons positivement, nous espérons que 2021, par la créativité, par la réflexion profonde, par l'humilité, la sincérité, la reconnaissance de ce que nous devons faire, ce qu'on n'a pas fait et ce que nous devons faire, nous pouvons recréer quelque chose de mieux pour 2021. Et ça, je le crois honnêtement et sincèrement. Individuellement ou collectivement? Mais ça doit d'abord être individuel. La remise en cause dont je parle là, c'est d'abord chacun à son niveau. Ce discours-là doit atteindre tout le monde. Chacun, dans sa chambre, doit dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte à ce pays? On ne demande pas aux uns et aux autres de se lever pour aller prendre la carte d'un parti politique ou de se mettre dans la rue avec une pancarte. Mais même si vous n'êtes pas dans un parti politique, si l'avenir de ce pays vous intéresse, vous pouvez au moins donner des idées. Vous pouvez conseiller, vous pouvez dire à celui-ci, faisons comme ça. Arrêtons les insultes, arrêtons les dénigrements.
Pensons à notre pays, pensons à l'avenir de nos enfants. Parce que les gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ont un certain âge. Ils insultent. Qu'est-ce qu'ils inculquent? Qu'est-ce qu'ils laissent à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils laissent après tout? Après avoir insulté avec des mots grandiloquents. Et ils laissent quoi après? Mais chacun doit penser à l'avenir de notre pays. Se remettre en cause pour dire oui, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Souvent, je remarque que, surtout par rapport à l'élection de 2020, du 22 février. Mais on doit au moins reconnaître que quelque chose a été mal fait dans ce qui est arrivé là. Quelque chose a été mal fait. Lorsqu'on ne le reconnaît pas, on va tourner en rond. Qu'est-ce qui exactement a été mal fait? Mais nous voulons un candidat unique pour l'opposition. Mais pour choisir un candidat, il faut mettre les gens en compétition. On ne peut pas liquider certains et insulter d'autres. Les hommes n'ont pas été capables et Dieu en a choisi pour vous. Non, mais, et c'est ça le drame. Ça a été le drame. Le drame aujourd'hui de ce que nous vivons, c'est ça, justement. Parce que lorsque Dieu a voulu choisir, en passant par quelqu'un qui dit que c'est avec Dieu qu'il est en contact, on est allé lui dire, oui, nous sommes fils de Dieu. Mais en dehors de ce que Dieu va faire pour nous, posons nous-mêmes les actes qu'il faut en tant qu'humain. Quand tu mets sur le genou là, Dieu te le mettra sur la tête. Ne faites pas comme vous voulez faire. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin pour dire je vais choisir parce que Dieu m'a donné. Non. Au moins mettez la forme. Mettez les gens en compétition. Créez les conditions pour que les gens au moins aient l'impression qu'on nous a sollicité, on nous a conviés à quelque chose, on a fait ceci. Et c'est finalement le résultat. Mais si vous ne le faites pas comme ça, vous le levez un bon matin, en croyant que les autres, eux, ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas droit au chapitre. Vous allez le faire, pas le dictat. Mais vous savez, quand tu d'acclamer la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui récite la parole. Ah oui, mais c'est et l'ensemble l'acclame. Le domaine est totalement différent. Là où on acclame Dieu, on porte des robes blancs. Ici, c'est le peuple. C'est vrai que c'est l'incarnation de Dieu. Mais faisons en sorte que, pour l'avenir, de pareilles choses ne nous arrivent. Quelque part dans la Bible, Dieu a dit, quand le peuple décide. Donc, vous auriez souhaité que ce soit le peuple qui décide, pour que Dieu donne son avis. Dans tous les pays du monde, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. C'est au nom de ce peuple-là. Et pour poser l'acte au nom du peuple, il faut faire en sorte que les gens qui sont l'incarnation du peuple, qui représentent le peuple, soient sollicités, soient au cœur de ce qui est fait. Mais si ce n'est pas fait comme ça, on a l'impression que beaucoup ont cru et ils ont le sentiment qu'on a joué contre eux. Alors lorsque quelqu'un a le sentiment que vous avez joué contre moi, mais comment vous allez arriver à le mettre en phase avec ce que vous faites? C'est ça qui est arrivé malheureusement. Si nous sommes honnêtes aujourd'hui, les Togolais, même tous ceux qui sont dans cette mouvance-là, la main sur la conscience, on doit savoir que quelque chose n'a pas fonctionné. Et arrêtons ce débat-là et pensons à l'avenir. Restez là dans la même posture, en s'insultant, on va dire tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ma chère. Et puis on va passer l'année 2021. Non, pas seulement 2021, c'est de 2020 à 2025. 2025 arrivera et on sera dans la même situation d'insulte, de dénigrement. Et puis après 2025, vous ferez quoi? Alors, on utilisera la même formule de Saint-Esprit et qui descendra encore pour faire. Alors, si le Saint-Esprit ne descendra plus pour faire, il faut commencer déjà à réfléchir à autre chose. C'est ça. Encore 5 minutes à passer ensemble avec notre invité, Maître Paul de Diapévan, président national de la formation politique de FDR, Force démocratique pour la République. Homme de droit, nous n'allons pas laisser passer cette occasion. Alors aujourd'hui, sur le plan politique, on a essayé de décortiquer un peu les différentes situations, mais aujourd'hui, la justice togolaise et ce corps d'hommes de droit auquel vous appartenez, quel regard vous portez sur le fonctionnement de cette famille? Un désastre. C'est un vrai désastre. Un vrai désastre. C'est-à-dire que la volonté du pouvoir de faire main basse sur les institutions a fait qu'aujourd'hui, la justice togolaise est méconnaissable.
Je suis avocat, j'assiste à des procès là-bas. Mais parfois, tu te poses la question, mais les avocats, nous, qui sommes de l'autre côté, de là-bas, nous savons à quoi. Parce qu'il y a des décisions qui vous tombent sur la tête, vous dites, mais c'est quoi ce pays? Alors, dans cet acharnement-là, on dit surtout que la justice est indépendante. Mais beaucoup de magistrats, pour ne pas avoir de problèmes, même ceux qui ne reçoivent même pas de pression dans certains dossiers, eux-mêmes s'autocensurent. Je ne veux pas d'histoire. Dès qu'on entend que, ah oui, il y a peut-être un membre du gouvernement ou membre influent quelque part qui est mêlé à ce dossier ou qui est concerné, on dit, ah, moi je ne veux pas d'histoire. J'ai des enfants, mais pour être magistrat, vous savez que vous avez une femme et des enfants avant d'aller à la magistrature. Et la magistrature est le pilier qui résiste, qui empêche les dérives de l'exécutif. Dans tous les pays du monde, on sait que l'exécutif a tendance toujours à écraser, à abuser du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a créé... Faut équilibrer. On a créé ce pouvoir-là justement pour limiter les dérives du pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Sur toute la ligne, bon, c'est l'alignement. Heureusement que dans ce lot-là, heureusement je dis, vous trouverez quand même dans le lot certains qui font quand même la fierté et qui posent des actes, qui encouragent à dire, ah, ils ne sont pas tous pareils. Mais dans la plupart du temps, lorsque le pouvoir donne l'ordre de faire, beaucoup n'ont pas la possibilité ou la capacité de résister au pouvoir. Or, si c'est comme ça, les citoyens que nous sommes, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on a une justice à deux vitesses. Une pour les pauvres et une pour les riches. Parce que la plupart des dossiers que nous avons... Les riches, est-ce que c'est finalement pour les riches? Parce qu'on a l'impression... Il y a deux situations. Il y a deux situations. Il y a l'interférence outrancière du pouvoir dans les choses de la justice. Et puis, il y a une interférence outrancière de l'argent dans la justice. Je sais de quoi je parle. Où la plupart du temps, on a des gens, des justiciables. Dès que le procès est né, ils ont parfois même des avocats, mais ils préfèrent régler les choses eux-mêmes. Et ils vont de bureau en bureau, ils ont des démarcheurs. Et les démarcheurs interposés, ils vont dans les bureaux, ils sortent, ils marchandent. Mais je crois que le pouvoir a la responsabilité de trouver un moyen pour limiter tout ça. Mais je le dis, puisque le pouvoir le fait lui-même, je me demande à quel moment il aura la possibilité de limiter, de dire aux autres il est temps. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. La corruption, la Plucia. La Plucia, là. Mais la Plucia fait du bon travail. Oui, je l'encourage. Mais faire en sorte que ça ne soit pas seulement pour les menus fretin. Ce qu'on est en train de faire là, si un jour, à quelque niveau que la personne se trouve, on dit que, ah oui, il est mêlé à quelque chose de pas bien du tout, il faut que la Plucia ait le courage. Mais maître, vous savez autant que moi qu'on peut s'amuser avec les petits poissons, mais avec les gros requins, il faut faire extrêmement attention. Alors là, les dents sont vraiment aiguisées. Oui, je sais, les dents sont aiguisées. Alors en ce moment-là, que la Plucia nous dise, oui, mais moi, on m'a envoyé en mission, rien que pour le petit poisson. Alors tout le monde est tranquille à ce moment-là. Parce que lui demander d'aller vers les requins, alors qu'il sait qu'il ne peut pas aller attaquer les requins, peut-être c'est lui en demander trop. Ah oui. Je fais un coucou spécial au coach Tchani Lebana. Il avait dit, lorsqu'il s'agissait de l'affaire Bahrain Gate, moi je ne suis qu'un lapin, mais à force de poursuivre le lapin, vous tomberez sur les lions. C'est ça. Sans commentaire. Alors, maître, avant de vous donner la parole pour formuler vos vues à l'endroit de ceux qui nous ont suivis et de l'ensemble du peuple togolais, Carlos Komlavi Keteou, directeur de publication du journal L'Indépendant Express, a reçu une convocation. Il devait répondre le lendemain, sauf qu'on a choisi notamment de le prendre et il est aujourd'hui, selon nos dernières informations, transféré dans les locaux du SCRIC pour une affaire dont on ignore pour le moment les tenants et aboutissants. Vous, en tant qu'homme politique, cette façon, puisque je rappelle, pas tard que quelques semaines,
des leaders de partis politiques ont été également pris dans la même situation. Alors, est-ce que ça ne craint pas? Non, c'est ce qui arrive là est en train de... C'est vrai que le pouvoir togolais est mal perçu à l'extérieur aujourd'hui par la longévité au pouvoir et tout ça. Ben, la manière dont les élections sont organisées chez nous, mais la manière dont les citoyens sont aujourd'hui arrêtés, maintenus en détention, et puis après, par un simulacre de je ne sais pas quoi, on les libère. Et sous contrôle judiciaire. Sous contrôle judiciaire. Comme Ouattara l'a fait Voilà. à Pascal Affi-N'Guessan et les autres également. Non, ça pose un problème sérieux. Parce que il y a une époque où on vivait sous le coup du parti unique, mais il y a certains comportements qui n'étaient pas légion en cette période-là. Mais la manière dont on arrête aujourd'hui les gens, en outrepassant les règles même de la procédure. Parce qu'on ne peut pas imaginer que pour un journaliste, à qui on envoie une convocation à se présenter à une date donnée, on puisse anticiper pour aller l'arrêter la nuit. C'est pourquoi. Alors ceux qui ont posé l'acte, ils se disent eux-mêmes que oui, est-ce que en le faisant comme ça, est-ce qu'ils rendent service à ceux qu'ils croient servir? Est-ce qu'ils rendent service à la nation togolaise? Parce que ce n'est pas bien. Parce que le Togo ne peut pas se démarquer toujours dans le sens du mal. Les gens nous observent de l'extérieur. Ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer avec Carlos là, tout ce qui est journaliste du monde entier, On en parle. vont s'en mêler pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce Togo là? Alors, si on le fait comme ça, est-ce qu'on veut que le pays grandisse ou on le fait pour ternir au contraire? Est-ce que ces gens qui posent des actes comme ça, ils ne sont peut-être pas en train de poser des actes pour noircir le Togo? Et dans quel intérêt? C'est la grande question. Ça, c'est une grande question. Un journaliste, un petit journaliste, Carlo Kitou, attendre que le matin, il se présente ou attendre, même s'il veut l'empêcher qu'il ne parle, mettre des gens devant sa porte pour qu'il puisse se présenter le lendemain matin à la convocation. Ça leur a coûté quoi? Pourquoi ils sont obligés de l'arrêter la nuit alors que eux, c'est eux-mêmes qui ont envoyé? Peut-être que c'est une façon de le mettre en sécurité, d'assurer sa sécurité. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Moi, ce que moi je crois, il faut que réellement, j'ai appris que ils vont l'interroger, que dans la journée, ils fassent tout pour le libérer. Et puis, ce pourquoi, j'ai appris également, je suis avocat, ce pourquoi on le poursuit, il paraît qu'il a sorti un article pour dire qu'il y a une affaire de cuillère. Les cuillères dorées. Dorées, quelque chose comme ça. Alors, la grande question que les gens se posent aujourd'hui, c'est qui porte plainte? C'est la grande question. Qui porte plainte contre on voit ça? Ou peut-être que le dossier nous permettra de l'éclairer, mais au moins, même si quelqu'un s'est plaint, ou c'est l'État qui se plaint, mais respectons au moins les formes. Les lois de la République, c'est nous-mêmes qui nous sommes donnés une loi. Respectons au moins les lois qu'on se donne. Mais toutes les fois qu'on violerait les lois qu'on se donne nous-mêmes, mais nous devenons un État, entre guillemets, voyou. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes en République. La République a des lois. Quel que soit votre grade, votre responsabilité, respectant les lois qu'on se donne. Voilà, moi c'est ce que je vais dire à ceux qui ont procédé comme... Ce n'est pas bien du tout pour notre pays. En tout cas, les organisations de presse ont sorti un communiqué hier dans la soirée pour exiger la libération de Carlos Kitou et le monde, où la grande famille mondiale des journalistes reste très très attentive à cette situation qui n'honore pas un état de droit. Notre invité, Maître Paul Dodia Pevon, avant de le laisser partir, puisque nous sommes à la veille de 2021, qui va ouvrir un grand chantier pour la classe politique de l'opposition, nous vous retournons le micro pour formuler vos vœux à l'endroit et de la classe politique et de ceux qui dirigent ce pays et de tout le peuple togolais. Merci. Ce que je voudrais dire comme un mot de fin à ce dernier jour de l'an, avant d'entrer dans l'année nouvelle, d'abord vis-à-vis du
du pouvoir et que je leur souhaite beaucoup de paix, beaucoup de santé. Laquelle? Parce que finalement, vous savez qu'il y a deux paix. Laquelle paix? La paix véritable. La paix véritable. Oui, la paix véritable. Oui, la paix véritable. Oui. Okay. La paix véritable. Et je souhaiterais que cette paix-là, ils puissent l'utiliser dans le sens du bien. Parce que ce n'est qu'en faisant du bien qu'on a le bien soi-même. Parce que lorsque vous voulez avoir la paix, il faut cultiver la paix. Et ils doivent savoir que toute chose a une fin, immanquablement. Je l'ai dit à l'entrée à l'entame de cette émission, que nous sommes tous des mortels. Semons sur le parcours, notre parcours, des graines de paix et de solidarité à l'endroit de ceux pour qui nous travaillons. Ils disent qu'ils sont là-bas pour le pays, pour les concitoyens, qui posent des actes qui aillent réellement dans le sens du bien-être des populations togolaises. C'est ce que je leur souhaite. Que 2021 les inspire pour que dans leur comportement, on sente véritablement qu'ils se battent, pas pour eux-mêmes, mais pour le pays. À l'endroit de l'opposition dans son ensemble, je souhaite également, leur adresse également mes vœux de bonne année, mais en leur disant également que lorsque vous êtes sur le chantier de la vie, on peut poser des actes qui sont bien, et il y en a qui ne sont pas bien du tout. Mais ayons le courage de reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et ayons le courage de dépasser les clivages, de dépasser nos ressentiments, de pardonner ce qu'on peut pardonner et se donner la main pour aller de l'avant. Parce que c'est la nation togolaise qui nous le demande. C'est la nation togolaise qui nous le recommande. Nous devons dépasser toutes les blessures qu'on a reçues et nous tendre la main pour un avenir plus radieux. Nous sommes engagés à politique. Quel que soit ce qui nous arrive, quels que soient les dénigrements, quelles que soient les bassesses qu'on nous adresse, nous ne devons pas rester dans cette bassesse et agir en conséquence. Nous devons sortir de tout cela pour faire quelque chose de plus grand. Et c'est comme ça qu'un grand homme se conduit. Un grand homme se comporte. Alors, je leur souhaite également beaucoup de paix et beaucoup d'abnégation pour que en 2021 nous puissions nous retrouver pour redéfinir quelque chose de plus beau et de faire rêver encore une fois le peuple togolais. Peuple togolais à qui je dis, oui, vous êtes désemparés, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui désemparés, mais la vie continue. La vie continue et ce que nous percevons aujourd'hui comme quelque chose d'inatteignable peut devenir quelque chose d'atteignable demain. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais cultivons nous-mêmes l'honnêteté, l'humilité. Et dans la vérité, nous allons construire un pays plus beau. Laissons tomber tout ce que nous avons fabriqué comme gadgets pour s'attaquer les uns et les autres. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous comporter de cette manière. Laissons tomber les dénigrements. Laissons tomber toutes les vilenies qu'on se fait. Arrêtons tout ça là. Atterrons ça aujourd'hui en 2020 pour que nous entrons demain dans un monde plus beau en 2021 et créer l'espoir. Merci à eux tous et je crois qu'ils ont compris qu'on a quelque chose de mieux à faire que de nous arrêter à cet instant T pour dire que tout est fini. Rien n'est fini, tout est encore possible. Maître Paul Dodi Apevon, merci pour la disponibilité. Cela nous honore. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité, surtout au dernier jour de l'année, pour pouvoir m'adresser à nos concitoyens à travers cette émission. Merci encore une fois. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Nous étions dans votre émission Sans langue de bois qui a reçu comme invité Maître Paul Dodi Apevon. Nous avons interrogé les différents points qui ont marqué 2020, surtout sur le plan politique. Vous avez suivi, j'espère, en profondeur
les propos de notre invité et j'espère également que chacun de nous prendra en compte ce qu'il faut pour que 2021 soit une véritable nouvelle année avec de nouveaux objectifs qui soient profitables au peuple togolais. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.